Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous allez nous excuser pour ce temps de retard que nous avons eu. C'est dû simplement à des caprices techniques. Aujourd'hui donc,
nous allons vous présenter notre émission de ce jour. Nous, c'est Malaki Afro-Congo TV. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. En fait, ce que nous voulons faire aujourd'hui, étant donné que le thème est très sensible, pour les intellectuels, mais aussi pour le petit peuple. Parce que simplement, c'est des choses que nous avons sur notre peau, que nous vivons tous les jours, sans naturellement savoir quelles en sont les origines. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'éclairer votre lanterne de telle manière que vous sachiez d'où nous venons, qui nous sommes et où est-ce qu'on doit aller. Quand je dis nous, je suis en train de parler du peuple Congo. Celui que vous parle, c'est le prince Nsundi Massengo Mabokolo. Et ce que notre chaîne, c'est Malaki Afro-Congo TV. C'est Malaki Afro-Congo TV. C'est donc cette chaîne aujourd'hui qui va essayer de déballer. Nous allons déballer un peu, dépoussiérer notre background de telle manière que l'on sache qui nous sommes et où est-ce que nous devions aller. Je pense que vous voyez ce que nous avons dans le fond. Ce que nous avons dans le fond, c'est un homme qui vient de nous quitter. Ce que nous voyons dans le fond, donc, c'est un homme qui vient de nous quitter. Cet homme, c'est monsieur Jean-Claude Mbongolo. Jean-Claude Mbongolo Zungavola. Il vient donc de nous quitter, mais je pense qu'il ne nous a pas quittés parce que ce genre d'homme ne peut pas mourir. Ce genre d'homme n'est pas fait pour mourir. Petit David ne mourra jamais. Plutôt, quand il disparaît, comme disait Toussaint Louverture, vous avez coupé l'arbre, mais il repoussera parce que ses racines sont nombreuses et profondes. Voilà. Paix donc à l'âme de Jean-Claude Mbongolo Tatazunga. Et nous estimons qu'il va continuer à être avec nous. Il va continuer à nous pousser d'aller de l'avant. Il va continuer à nous pousser de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Parce que c'est le message que notre grand-père Zungamvoila nous a donné, celui de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents nous ont vécu. Voilà. J'estime qu'il y a d'autres qui sont des amis qui sont encore en train, étant donné que nous avons commencé en retard, ils ont dû zapper ailleurs pour voir ce qui se passe à gauche et à droite. Nous allons donc mettre un peu de musique de telle façon qu'on leur rappelle à la réalité, qu'on leur dise que les choses se passent par ici.
melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo akutokela kabisa kongwe rata machua ya kongo kongwe rata makoko kongo alumona diwonge balaba dilumona diwonge sambileno alumona diwonge balaba dilumona diwonge sambile Congo Moulikou bébé, c'est-à-dire que l'on veuille ou non, Congo, avec la force du spirit, retrouvera son chemin, retrouvera sa voie. J'estime que les amis que l'on attendait sont arrivés, parce qu'aujourd'hui, 18 novembre 2023, Malaki Afro-Congo TV et le Prince de Soudi vont vous parler de la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Non, nous n'allons pas vous délivrer la présentation. Elle doit être disponible pour tout le monde. Personne ne doit se sentir exclu de ce qui se dira ici. Je veux dire que nous n'allons pas utiliser la langue de bois. Nous allons utiliser des images, des vidéos, et nous allons les commenter. Parce que, sans le vouloir, nous avons atterri en Haïti. Comme si nos ancêtres avaient voulu qu'on puisse dépoussiérer cette page de l'histoire. Et qui pouvait le faire d'autre que Malaki Makongo, dont la mission est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est donc par hasard que je débarque en Haïti. J'allais en Guadeloupe, hein, parce qu'au niveau de Malaki Makongo, nous avons reçu des amis de la Guadeloupe en 1994 qui sont venus à la recherche de leurs racines. Donc nous allions en Guadeloupe et on nous a fait comprendre que la Guadeloupe, on était en France là, parce que de l'Italie on était en France, on nous a fait comprendre que la Guadeloupe c'est pas la France, pour y aller il faut un visa. Oh. Bon, ça c'est une longue histoire. Je suis revenu donc en Italie pour venir chercher, où je vivais, hein, où je vis toujours, pour venir chercher le visa. Le consulat de Milan était fermé et un ami qui n'est plus, Mick, m'a dit, est-ce que, au lieu de perdre le billet, parce que dans les 2 jours qui suivaient, je perdais mon billet, donc perdais sa validité, est-ce que tu ne peux pas prolonger jusqu'en Haïti? J'ai dit, ben je veux le faire. C'est ce qui a été fait, c'est pourquoi je vais donc débarquer en Haïti, où la famille d'Orteville m'attendait. À l'aéroport, il y avait, à l'aéroport, tout ça en ouverture, il y avait
paix à son âme, Bonalimba, le professeur Bonalimba, et tous les amis. Voilà comment est-ce que je vais donc débarquer en Haïti en 2002. Tout commence donc en 2002. Et quand j'arrive en Haïti, j'apprends une chose. D'abord, j'étais un peu surpris de voir qu'il y avait autant de Noirs qu'à Kinshasa, qu'à Brazzaville, qu'à Mbanza Congo. Je dis, mais ok, ça va, c'est Haïti. Je veux donc apprendre ce jour-là que Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Ok. Mais moi, je ne m'arrête pas là, je me pose la question de savoir comment devions-nous faire pour arrêter cette dérive. Avec le temps, j'ai compris que si cette dérive, s'il y avait un seul potomitan, le potomitan de Alada, avec un seul potomitan, la dérive de Haïti va continuer. Il faut donc que toute l'Afrique, les 54 pays d'Afrique, maintenant il y en a 56 je pense, doivent aller placer leur potomitan. Et c'est cela qui fera que Haïti puisse se solidifier, se consolider, et que Haïti devienne à la fin ce fer de lance, le fer de lance dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Le fer de lance est là, la citadelle La Ferrière. Donc Haïti doit devenir ce fer de lance. Mais pour qu'il devienne notre fer de lance à nous tous, les Africains, il faut que nous nous tenons la main dans la main. Il faut qu'on puisse regarder droit où est-ce que nous sommes en train d'aller. Aujourd'hui donc, nous allons vous parler de la place de Congo dans la guerre de libération de Haïti. Évidemment, la guerre de libération de Haïti, l'indépendance de Haïti, c'était le 1er janvier 1804. Mais la guerre elle-même, elle a pris fin, même si elle continue jusqu'à présent. Mais la guerre elle-même, elle a pris fin, je dirais, le 18 novembre 1803. C'était à Vertières, quand l'armée de Napoléon Bonaparte et tout le conglomérat, parce qu'ils étaient là tous, les Américains, les Anglais, les Français, les Italiens, les Hollandais, les Suédois, les Espagnols, ils étaient là, tels qu'ils ont attaqué Kadhafi, ils étaient là tous, les charognards. Mais ce jour-là, ce jour-là, a été écrit, ce jour-là a été écrit en lettres d'or dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce jour-là, Haïti a montré le chemin de la liberté. Haïti a été, comme on dit là-bas, Haïti, maman liberté. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous allons donc parler de
de l'indépendance de Haïti, dans sa dynamique humaine, spirituelle, historique, économique. Sa dynamique de la bataille, de la guerre. Nous allons donc égrener tout cela. Attention, quand je parle de Haïti, je parle de ceci. C'est ça, Haïti. Quand je parle de Haïti, c'est ce bout de terre historique. C'est très petit, 26-27 000 km². Mais c'est plein d'histoire. Et quand je parle du Congo, je dis Congo, je veux parler de ceci quand je parle de Congo. Quand je Congo, donc, c'est une partie de terre de l'humanité. Mais Congo, c'est aussi un peuple qui a son histoire. Vous avez vu les origines, hein, depuis le haut plateau de Kachopia, vers le Kenya, le Soudan et tout ça. Ils sont allés en Égypte et ils ont remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe pour contourner la Namibie jusqu'à l'actuelle terre que se partage le Congo-Gabon, même si je peux ajouter le Congo-Cameroun aussi. Le Congo-Gabon parce que les Bassa viennent de Matadi. C'est eux-mêmes qui le disent. Donc il y a le Congo-Cameroun, le Congo-Gabon, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, le Congo-Angola. Il y a aussi le Congo-Namibie. Parce que quand tu es à Windhoek, tous les mots que tu présentes, tu prononces. Il suffit de mettre O, 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 O. C'est notre langue, la langue du Congo. Étant donné que les États, les nations étaient des structures culturelles, linguistiques en ce temps, je peux dire que même la Namibie fait partie des terres Congo. Alors, c'est quoi Congo? C'est quoi Congo? Congo, s'il vous plaît, ça veut dire en langue Congo la paix, la fraternité, l'unité, la divinité, le cercle, la loyauté, la royauté, la divinité. Oma Congo, c'est Dieu lui-même. Quand un chef de tribu, de clan, quand l'oncle appelle son neveu, le neveu répond Congo, pour dire mon roi, mon seigneur. Mais Congo, littéralement, veut dire Kwengo. Kwengo, en langue Congo, veut dire chez la panthère. Mais qu'est-ce que la panthère? La panthère, c'est cet animal-là qui
vit dans les arbres, silencieux, taciturne. Il vit dans les arbres. Il descend pour aller chercher à manger. Quand il a attrapé un repas, un antilope, il repart dans les arbres parce qu'il veut manger tranquillement. Il faut se reposer et regarder et surtout voir qui est en train de perturber la paix dans la forêt, dans la savane, dans l'humanité. C'est ça, Congo. Kwengo, ça veut dire chez la panthère. Quand la panthère est touchée mortellement, elle cherche une motte de terre, un bois mort, une place surélevée où poser sa tête avant de rendre l'âme. La panthère, à moins qu'elle n'en peut plus, à moins, mais la panthère cherche toujours quelque chose d'élevé pour apposer sa tête royale avant de rendre l'âme. C'est un symbole. Et tous les peuples de l'Afrique centrale, tous les peuples noirs en général, tous ceux qui divinisent la panthère, ils ont toujours les griffes de la panthère. Ils ont les griffes de la panthère. Ils ont les griffes de la panthère. Ils ont les crocs de la panthère. C'est comme cela qu'ils divinisent leur roi. Ils ont la peau de la panthère. Celui-ci, c'est le prince de Nsoundi, avec sa peau de la panthère. Donc, Congo est très lié à la discipline. Congo, ça veut dire le cercle, ou Congo, l'arc-en-ciel, ça veut dire l'unité, vivre ensemble dans la paix. Les Congos ont une chose très importante, le respect de l'humanité, le respect des êtres vivants, le respect du monde. Ce n'est pas parce que je suis plus fort que je peux. Non. Que je peux marcher sur tout. Non. Il faut respecter même les êtres les plus fragiles. D'ailleurs, ils ont besoin de protection, ces êtres-là. Ce qui règne, ce qui domine dans le monde Congo, c'est la honte. La honte de faire du mal. La honte d'être pris. On se moque de vous parce que vous êtes mal comporté. La honte, c'est la chose la plus importante dans le monde Congo. La discipline, la rigueur dans le travail. Ce sont les choses les plus importantes dans le monde Congo. Dans le monde Congo, on ne dit pas Nisomaka Sindokite. Non, c'est pas ça. Parce que la force physique, devant la force spirituelle, elle ne vaut rien.
Donc, je disais que les Congos, c'est la discipline. Et les Congos sont partis des terres Congo de l'Égypte pour s'étendre dans le monde. La langue Congo est parlée dans, vous la retrouverez dans les fonds et bas-fonds. Quand vous allez au Japon, Congo au Japon, ça veut dire la normalité. Ce qui est normal, ce qui est bien, ce qui doit se faire. Je n'ai pas parlé d'éthique là. Je n'ai pas. Mais c'est ça, quoi, ce qui doit se faire, ce qui est bien. Congo. C'est pourquoi les Japonais, quand ils ont, en 1936, quand ils ont créé un des bateaux les plus puissants du monde, le bateau qui devait mettre de l'ordre à gauche et à droite, ce bateau, ils l'ont appelé Congo. Congo. Ils l'ont appelé Congo, ce bateau. C'était un cuirassier le plus rapide, le plus évolué technologiquement. Il balayait toutes les mers, les mers de l'Orient pour imposer l'éthique, pour imposer la discipline. Comme le léopard dans les forêts du Congo. Là-bas, il y avait le bateau. Ils l'ont aussi appelé Congo, créé en 1936. Et si nous sommes nous sommes en Chine, dans la spiritualité chinoise, le Zen Congo, cet homme qui a près de 8 mains, armé de lances, de machettes, de tout, avec des lames de feu qui sortaient des oreilles, de la bouche. Il courait à gauche et à droite pour imposer la discipline. Il courait après les bandits, les voyous, les gens qui assassinent, les gens qui empoisonnent, les gens qui violent, les gens qui tuent, qui sèment la pagaille, qui détournent les fonds publics. Il court après tout ce monde-là pour leur dire stop. Et les populations lui donnaient des sandales pour qu'il puisse courir auprès de tous ces voyous. Zen Congo. Là, nous sommes dans la spiritualité chinoise. Zen Congo. En dehors du bateau Congo, ici, nous avons Zen Congo. Dans la spiritualité chinoise. C'est pourquoi je vous dis que le Congo est partout dans le monde. Le Congo est partout. Et la logique est la même. C'est la discipline. Là. C'est pas parce que tu es plus fort que tu peux marcher sur n'importe quoi. Non. La discipline. Le bien-être. Ici, voilà, nous sommes au Sri Lanka. C'est le gardien des temples. Le gardien des temples. Lui aussi, on l'appelle Congo. Donc, il est là, il doit mettre l'ordre chez tous ceux qui ont mal fait et qui sont en prison. Et tout ça, c'est Congo. Lui aussi, au Sri Lanka, on l'appelle Congo. Comment se fait-il que le léopard ou le grand chasseur, le chasseur émérite au Congo, on l'appelle Congo, mais aussi de l'autre côté, ceux qui font des bonnes choses pour la population, on les appelle Congo. Comment? Nous sommes là dans la dimension spirituelle. Nous sommes là dans la dimension psychologique.
socioculturel du Congo, c'est celui qui impose la discipline, à commencer par lui-même. Il doit être discipliné lui-même, et puis il impose sa discipline à tout le monde. C'est ça le Congo. Il sait écouter. Mais quand tu dérapes, il sait aussi punir. C'est ça le Congo. Donc, avec la débâcle en Égypte, les Congos sont allés à gauche et à droite. Vous allez les retrouver partout. Allez chez les Dogons, chez les Mandingues. Allez-y, les Bambara. Le monde de léopard, le monde de la forêt, il l'appelle Congo. En Bambara, le monde de la forêt, le monde de léopard, il l'appelle Congo. Le buisson, il l'appelle Congo. Donc voilà, ce peuple, voilà donc ce peuple qui a construit Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Là, nous sommes en 1510. C'est le roi Alphonse Ier, Vembanzinga, Alphonse Ier. Regardez la constitution de ce que était Mbanza Congo en 1910. Des maisons en étage. Aujourd'hui, au Congo, il y a des villes qui n'ont même pas atteint ce niveau-là. Ça, nous sommes en 1910 à Mbanza Congo. C'est le roi qui avait malheureusement accepté d'adhérer à la religion catholique. Ils ont dit, nous acceptons les Portugais, quoi, s'adressant aux Portugais, ils ont dit, nous, on accepte, parce qu'ils se sont rendus compte que technologiquement, ils étaient plus avancés, nous, on accepte votre savoir, le transfert de technologie, nous acceptons votre spiritualité. En échange, nous avons besoin de votre technique. Voilà donc ces hommes-ci. Voilà donc ces hommes-là. Ces hommes qu'on va amener en esclavage. Ils vont commettre la maladresse de les amener en esclavage. Au début, c'était difficile. Hein? On n'acceptait pas l'esclavage en terre Congo. Mais malheureusement, les gens que les Portugais, les Espagnols, les Portugais envoyaient au Congo pour venir dispenser pour le transfert de technologie, mais aussi pour venir dispenser surtout la spiritualité, ces hommes-là venaient. Mais ils faisaient la promotion de l'esclavage. Nuitamment, ils mettaient la main sur les communautés et ils allaient les vendre, ils allaient les échanger, les vendre avec les esclavagistes, chez les esclavagistes. C'est donc
dans ce cadre-là, parce que ceux que l'on envoyait de l'autre côté, c'était en majorité des gens qui se comportaient mal, il fallait les éloigner. Mais il y a des gens qui ont voulu faire la promotion de l'esclavage. C'est ce qui a été fait, donc vous allez voir que beaucoup de gens vont se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Beaucoup de gens vont se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. C'est d'ailleurs pourquoi le roi Congo va envoyer au Vatican Nevunda. Nevunda, c'était un grand intellectuel, le neveu du roi. C'est lui qu'on a envoyé en 1604 pour aller rencontrer le Saint-Père en tant qu'ambassadeur du royaume Congo, pour aller rencontrer le Saint-Père, le pape, et lui dire que le Congo ne veut plus continuer à travailler avec des gens qui sont des esclavagistes. Le Congo veut travailler avec le Vatican. Et le Congo, donc lui, l'ambassadeur, il doit choisir qui doit aller en terre Congo et qui ne doit pas aller en terre Congo. Qui devions-nous envoyer en terre Congo? Qui a la possibilité, le droit d'avoir le visa pour aller au Congo? Nevunda. Il parlait près de 5 langues. Il est parti en 1604 de Mbanza Congo pour arriver en 1608 au Vatican. Il a connu beaucoup d'épisodes difficiles. Il a été dévalisé. Ils étaient partis 22, ils sont arrivés 6. D'autres ont fini entre les mains des esclavagistes. Quand il arrive à l'aéroport, au port de Civitavecchia, c'est le pape avait envoyé son neveu pour venir l'accueillir. La réception était précieuse. Il savait qu'il se portait mal, qu'il y a des choses difficiles qui s'étaient déroulées dans la traversée. Il était déjà touché, empoisonné, il faut le dire, il faut prononcer les mots. C'est comme ça donc qu'il arrive au Vatican. Malheureusement, il ne mettra pas du temps. Il va nous lâcher. Mais avant de nous lâcher, il a laissé une lettre. Une lettre, la lettre du roi Congo au pape. Tout cela, c'est pour rechercher la discipline, l'ordre qu'il est venu réclamer auprès du pape, du Saint-Père. Donc, voyez la catégorie, la qualité des gens qu'on envoie à Mbanza Congo, qu'on envoie en esclavage. Et cela arrive beaucoup plus après 1665, le 29 octobre 1665, il y avait une grande guerre entre les Congos et les Portugais. Et le roi qui était parti, était au front de guerre, il avait été touché. C'était un jeune tribun et tout ça, il voulait mener le groupe, il avait été touché. Et avant d'être décapité, on lui a dit de dire son dernier mot, il a dit Congo Tali.
Karibasu et Bansinga. Le Congo est une pierre qui ne doit s'effriter. Mais Congo doit être comme des fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Il a été décapité et sa tête repose à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. C'est dans cette cathédrale à Luanda où repose la tête du roi Vitakanga. C'est donc pour vous dire que les Congos avaient une armée, l'armée plus ou moins la plus puissante d'Afrique. Ils avaient des gens qui avaient non seulement étudié la littérature, la philosophie, les spiritualités, mais aussi l'art de la guerre, la polémologie. Ils avaient étudié tout ça. Ils avaient des grands guerriers. Évidemment, les Portugais avaient des techniques plus avancées, donc ils ont réussi à détruire l'armée du roi. C'est donc comme ça que les Congos, après la destruction donc du royaume, ils ont créé des poches de défense. Et quand les Portugais arrivaient à mettre la main sur ces poches-là, on les prenait, on les mettait dans les bateaux et on les amenait en esclavage. C'est ce qui s'est passé. La résistance était farouche, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont traversé l'Atlantique dans le cadre de l'esclavage. Et Mbanza Congo, malheureusement, après tout cela, Mbanza Congo a été détruit. Mbanza Congo a été détruit. Les maisons en étage, aujourd'hui, voilà ce que l'on trouve à Mbanza Congo. Ouais, c'est à reconstruire, même si nous avons encore le musée royal, le musée des rois du Congo qui existe. Mbanza Congo, aujourd'hui, a été proclamé un monument de l'humanité. Mbanza Congo a été proclamé une ville culturelle, monument de l'humanité par l'UNESCO. Donc voilà plus ou moins les Congos. Ils étaient les Portugais qui sont arrivés. Les Portugais qui sont arrivés, ils ont dit, mais on ne pensait pas retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, on ne pensait pas retrouver dans les forêts de l'Afrique équatoriale, ils ne pensaient pas retrouver une ville et une civilisation aussi avancée. Les Congos, ils étaient habillés en soie. Les Congos utilisaient le fer, l'argent, l'or. Et ça a surpris. Et les Portugais. Et le royaume était organisé socioculturellement, était si bien organisé qu'un lieutenant de Diego Cao, c'est lui qui avait, c'est le Portugais qui est venu, le navigateur portugais qui avait amené, qui était venu au Congo avec ses militaires. Donc,
Un des lieutenants de Diego Cao a dit, ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Pour atteindre leur degré de civilité, il nous faut au moins 300 ans, évidemment. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore atteint ce degré-là parce que il faut l'amour et la fraternité. Il faut que l'amour et la fraternité habitent votre cœur pour atteindre l'humanisme Congo. Donc c'est ce peuple culte, c'est ce peuple cultivé, c'est ce peuple discipliné qu'on va déporter de l'autre côté de l'Amérique. Qu'on va réduire en esclavage. Ils sont partis avec leur bagage spirituel, leur bagage intellectuel. Et là-bas, ils ont créé en Haïti le Lemba. Ils sont partis avec le Lemba. Dans la culture Congo, la spiritualité Congo, il y a le Kimpasi et autres, mais il y a le Lemba surtout. C'est pourquoi un des prêtres, quelqu'un qui était de la religion catholique, M. Pedro, qui était de la religion catholique, mais aussi qui connaissait la spiritualité africaine. Donc c'est lui qui a développé ce qu'on appelle le Pedro Lemba. Le Pedro Lemba. La spiritualité Congo de Haïti. Pedro Lemba. On dit que quand, avec le rara, vous n'arrivez pas à régler un problème, quand les Haïtiens essaient de régler le problème avec le rara et qu'ils n'arrivent pas, ils rentrent au vaudou, ce qu'on appelle le vaudou aux yeux rouges, qui est le Pedro Lemba. Bon, il y a certaines gens qui disent que le vaudou a pris le dessus en Haïti parce que simplement ils étaient venus plus avant, sûrement mieux structurés que les autres. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard quand on arrivera dans la partie du vaudou. Et dans mon livre, les recherches que nous faisons en Haïti, petit à petit, nous les il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tous les poteaux africains qu'on a plantés, les péréstyles, les poteaux mitons qu'on a plantés en Haïti, que l'Afrique a plantés en Haïti, aient volé en éclats pour ne laisser qu'un seul poteau, le poteau du vaudou haïtien,
poteau du vaudou, le poteau d'Alada. Et malheureusement, ça fait de telle manière que Haïti puisse être traîné jusqu'à présent, puisse être cette petite Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Nous allons boire un peu d'eau avant de passer en Haïti. Nous allons passer dans la partie haïtienne. Nous allons passer dans la partie haïtienne. Hey, hey, mwana unjile. Wa, 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 wa. Hey, mwana unjile. Yambula bidiru bya kumamanga. Ibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda. Ibyo biyana tiye tiwohimo. Wa, wa, wa. Hey, mwana unjile. Wa, 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 wa. Hey, mwana unjile. Voilà, nous y sommes. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes dans notre émission de tous les... Bon, c'est spécial, hein, cette émission. Nous allons parler de la place des Congo dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en Afrique. Et pour cela, il y a plein de choses qui ont été dites dans la littérature. Plein de choses ont été dites dans la littérature. Évidemment, dans cette littérature, il faut savoir que ce qui a été dit par les colons. Ce qui a été dit, comme je venais de le dire, a été dit par les colons, dans ce sens qu'ils n'avaient aucun intérêt de nous dire la vérité. Ils n'avaient aucun intérêt de nous dire la vérité. L'éducation coloniale n'avait pas pour intérêt de favoriser la libération du peuple noir, surtout les Congos. C'est pourquoi plein de choses qui nous ont été dites ont été arrangées, confectionnées de telle façon que nous soyons toujours intellectuellement colonisés. Comme disait Cheikh Anta Diop, on vous libère, vous êtes libre, mais vous allez jusqu'au seuil de la porte et vous revenez chez le maître pour prenez vous-même les chaînes et vous les remettez sur le cou. Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Donc, nos intellectuels ont étudié ce qu'il ne fallait pas étudier. On leur a dit que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Un mensonge, quand il est répété beaucoup de fois, à maintes reprises, devient une réalité. Ça s'impose dans votre tête comme une réalité. On nous a dit des choses, beaucoup de choses déplacées. Donc, la libération
militaire doit être accompagnée par la libération intellectuelle. Il faut libérer nos intellectuels. On a formé beaucoup de pharmaciens, mais qui ne peuvent pas aller dans la brousse, prendre les feuilles de menthe et l'ajouter à d'autres choses pour guérir les gens. Non. Ils doivent toujours attendre que le produit, que la médecine vienne de l'Europe, vienne de l'Occident. Mais ne peut pas vous dire non, prenez ça, prenez ça. L'artémisia va soigner le paludisme, ce n'est pas ça. Il faut que ça vienne de Paris, il faut que ça vienne de Rome. Donc nous avons encore des problèmes intellectuels, des problèmes culturels. Les chaînes qu'on avait dans les mains, on les a maintenant dans la tête. Si bien que quand on arrive, quand les Congos arrivent en Haïti, ils se disent, ils étaient partis en dernier, hein, parce que l'esclavage n'était pas trop développé chez nous. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si Ouida, le Bénin, donc, était une grande plateforme de l'esclavage. Alors je me dis, mais est-ce que le roi du Bénin vendait-il, s'il faut le dire, il vendait ses parents, il vendait ses frères, ses cousins? Non. Donc où est-ce qu'il allait trouver des gens qu'il devait amener de l'autre côté de l'Amérique pour que le Bénin, avec Porto Novo, vous entendez bien le mot Porto Novo, c'est les Portugais, c'est portugais ça. Donc pour que le Bénin soit cette grande plateforme, est-ce qu'ils vendaient leurs parents? Non, ils allaient les chercher ailleurs. C'est ailleurs, c'est où? C'est là où on a réussi à assassiner, à décapiter le roi. Donc, c'était des gangs, des groupes de gens qui allaient attraper des gens. Les résistants, qui allaient attraper les résistants dans les forêts Congo et qui les amenaient de l'autre côté. Et je ne vais pas vous le rappeler, puisque vous le savez, que quand Des Brazza vient en Afrique, vient signer son traité de paix avec le roi Makoko, et qu'il repart en France, il laisse qui? Il laisse Malamine. Et Malamine, c'est qui? Malamine est sénégalais. Parce qu'en venant, Des Brazza était venu avec une trentaine de soldats aussi. Donc, il laisse Malamine pour gérer Brazzaville. Donc, après Brazza, le premier contrôleur, le premier gestionnaire de Brazza était un Sénégalais, un Africain de l'Ouest. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a toujours des accointances, il y a toujours des choses que nous, en Afrique centrale, on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à contrôler. Donc, après la libération des Français, ils ont laissé sur le terrain les Africains de l'Ouest qui travaillent pour les Européens. Il n'y a pas seulement que des Africains de l'Ouest. Le président du Congo-Brazza vous a dit que ses origines étaient ivoiriennes, qui venait, que son père venait de là-bas.
qu'ils avaient été déportés au Congo pour venir, parce qu'ils étaient condamnés, ils étaient déportés. Et quand ils sont arrivés ici, nous, on les a pris comme les nôtres. Malheureusement, quand on voit leur manière de faire, leur manière d'être, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que le Congo n'habite pas en eux, qu'ils sont là par hasard. Et ce qu'ils font, ils ne font que prendre et aller cacher ailleurs, aller cacher en Europe, aller cacher dans d'autres pays. C'est ce que nous voyons. Si bien que je veux faire court. Si bien que en Haïti, selon les archives de Haïti, on vous dira que la population de Haïti est formée à 75%, des gens, des gens en provenance des terres Congo. 75%. Mais cet homme-ci, qui est un grand maître du vaudou haïtien, l'un des plus grands du vaudou haïtien, excusez-moi, je dois le retrouver, qui est un des plus grands maîtres du vaudou haïtien, il dit, mon cher Masengo, il m'appelait parce qu'il n'est plus, perd son âme, Masengo Mangongolo, il m'appelait comme ça. Parce que moi, Ngongolo, c'est le mille pattes. Hein. En Haïti, on l'appelle aussi mille pattes. Parce que moi, je vais à gauche et à droite, je vais là où les Haïtiens ont même peur d'aller, moi, je vais. Bon. Je ne le retrouve pas, mais on trouvera un de ses passages quelque part. Il dit, ceux qui ont écrit cela, c'est des intellectuels, mais ils vivent dans leur tour d'ivoire. Moi aussi, je suis un intellectuel, mais je vis dans le peuple. Je suis un intellectuel, je vis dans le peuple. Et je te dis, mon cher Masengo, qu'il faut voir ce chiffre-là à la hausse. Parce que la congonité est tellement présente en Haïti qu'on ne peut pas se dire que cela se limite à 75%. Au Congo, c'est pas simplement, il y a plein de paroles dans le créole, il y a plein de paroles Congo. Vous avez par exemple l'Imbanzaou. Ça, c'est dans le panthéon des esprits de tradition Congo, dans le vaudou haïtien. Le panthéon est très long. Vous avez l'Imbanzaou, Simbiankita, Magassa, c'est Mapassa. Magassa Congo veut dire comment on appelle ça, les jumeaux. Simbi Maza, ce sont les sirènes, hein, les Simbi, c'est les esprits de l'eau. Briser Makaya, donc ils ont des séances dans la spiritualité du vaudou où il faut macérer les plantes. Kanga Pedro, je vous avais parlé de Pedro Lemba. Sila Moyo,
Tilamoyo, le chemin de la vie, Kangandoki. Et le Kangandoki, c'est ce que nous avons vu à Bois-Caïman quand cette dame-là, comment on l'appelle, Fatiman, hein, quand Cécile Fatiman disait Kangandoki, Naba Fioti, Naba Kula, Kangandoki, Kangandoki yo. Donc c'est pour vous dire que la présence Congo est très forte en Haïti. D'ailleurs, en 2004, lors du bicentenaire de Haïti, j'étais dans une voiture, les taxis, les villages. Donc j'étais dans une voiture et dans cette voiture-là, nous étions 4 derrière et 3 devant. Il y a un jeune homme, un jeune haïtien de 18 ans qui me dit « Vous êtes africain ?» Oui, je viens du Congo, oui. Alors que veut dire Mata Matawa? Je dis « Pardon ?» Il me dit « Vous êtes africain, non ?» Oui, je suis africain. Mais que veut dire Mata Matawa? Je lui dis Mata Matawa? Ah, je ne sais pas. Oh là là. Le petit s'est fâché. Il s'est énervé. Tu es africain et tu ne sais pas ce que ça veut dire Mata Matawa, ainsi de suite. Je dis oh, jeune homme. Mais l'Afrique, c'est pas le 27 000 km, 26 000 km carrés de Haïti. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et l'Afrique, il n'y a pas seulement que 2 langues, le créole et le français, comme en Haïti. En Afrique, il y a près de 5000 langues. Donc, si tu dis Mata, Matawa, alors ça veut dire, dans ma langue, ça veut dire, est-ce que tu entends le grandement des armes? Mais il faut mâcher les mots. Mata, les armes. Matawa, est-ce que tu entends? Wa, c'est entendre. Matawa. Mais si tu dis Mata Matawa, ça veut rien dire. Et le petit s'est calmé. Donc, pour vous dire que dans sa famille, c'est cette parole-là qu'il a retenue. Mata Matawa. Mata Matawa. Est-ce que tu entends le grandement des armes? Donc, c'est pour vous dire que le Congo est présent. Tu vas à Jacmel, tu vas au Cap, tu vas partout, tu rentres dans un bistrot, c'est écrit Mamanzinga. Mamanzinga. Mais c'est Nzingambang. C'est Mamanzinga. La reine d'Angola, Mamanzinga. Mais comment se fait-il qu'une reine vende, qu'elle se mette à vendre ses collègues, ses compatriotes, et puis après, loin en Haïti, et ils disent, ils continuent à proclamer, ils continuent à Mamanzinga, Mamanzinga. Comment? Ils continuent à la mystifier, ils continuent à la diviniser. Alors, nous allons écouter un monsieur. Ce monsieur est un personnage très important pour moi. C'est Ati Max Beauvoir. Ati Max Beauvoir. C'est lui qui m'a dit en 2014, quand on se rencontre pour la 5e fois, il a voulu vraiment me voir ce jour-là pour me dire, excusez-moi, pour me dire, la population haïtienne est
Excusez-moi. Bon, la population haïtienne est essentiellement congolaise, à plus de 75%. Il va me dire encore que notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo. Notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo. Selon lui, la population haïtienne est essentiellement congolaise. C'est un grand chimiste. C'est un grand chimiste. Il a étudié, il a enseigné à Avoir, il a enseigné à la Sorbonne. C'est un homme très important. C'est lui qui a structuré le vaudou haïtien tel qu'on le connaît aujourd'hui. On va l'écouter. Juste un moment. Oh, God bless me. On va donc l'écouter. Juste un moment. Écoutez, s'il vous plaît. Et c'est eux qui ont constitué la philosophie fondamentale du peuple haïtien, sans compter que tous les modèles que nous allons avoir sont des modèles qui venaient aussi du Congo. Nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo et qui vient de l'ancien royaume du Congo, le royaume de Tampefo, qui était roi, le roi du Congo, roi du Congo, le roi des Ponceaux aussi. Et tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de coupe-tête de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes et c'est ça la technique pour faire la guerre de l'indépendance. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de très près, des livres qui sont écrits par d'autres, d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous direz, mais il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Dans ce pays, le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture qui était béninois, qui était de Alada. Donc, il a mis les structures de base. Mais le gros volume, c'est même du Congo. Mais du Congo, on a tendance à les ignorer. Et jusqu'aujourd'hui encore. Voilà, je pense que nous avons entendu l'essentiel. Je pense que nous avons... Ça, c'est Ati Max Mouroua qui est en train de dire que le modèle de guerre d'indépendance de Haïti est un modèle Congo. Il ajoute que le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint Louverture qui avait mis les structures en place. Mais le gros du volume vient de Congo. Nous ne sommes pas ici seulement pour écouter.
Nous ne sommes pas ici seulement pour recopier ce qu'il a dit. Il faut qu'on se mette à descendre dans les fonds et les bas-fonds pour essayer d'ajouter quelque chose à ce que nous venons d'entendre. Il faut savoir qu'il y avait un registre du compte des nègres en fuite et du décompte des esclaves fugitifs arrêtés. Ce décompte, ce registre fait sortir que les Congos occupaient toujours le sommet de la liste des esclaves fugitifs. Ça, c'est Jean Foucard qui le dit en 1988. Le plus grand fugitif de la période pré-révolutionnaire, véritable bouc émissaire de l'idéologie révolutionnaire, c'est un fugitif Congo du nom de François Makanda, dit Makandal. Ça, c'est Linda Ehud qui le dit en 98. Il est le premier qui a uni les communautés fugitives. Les communautés fugitives des montagnes du nord de Haïti pendant les années 1750. Il envisageait de tuer tous les Blancs de la colonie, naturellement, par le poison. Et tout cela pour libérer tous les nègres. Selon Pierre de Verzières, 1909, c'était un grand féticheur. Il avait fanatisé les esclaves de la colonie et on disait de lui qu'il se dédoublait et pouvait être vu d'un endroit à un autre au même moment. Il y a plein de choses qui sont dites sur Makandal. Makandal, c'est celui qui brûlait les plantations. Quand il brûlait les plantations, pendant un mois, ça brûle. Vous pouvez ramasser l'aiguille qui est tombée en pleine nuit. Ça brûle pendant un mois. Il saccageait, il tuait, il haranguait, il poussait les gens au développement, à la libération. Ça, c'est François Makandal. Bon, il n'y a pas eu seulement que François Makandal, il y avait Makaya, il y avait Mavungu, il y avait Kanga, Télémaque Kanga, il y avait Racine Jean Zenga, Jérôme Plateau, L'amour d'errance, Romaine Rivière. Donc, tout ça, c'était des Congos. C'est-à-dire que quand on parle de la libération de Haïti, mais quand on a débuté, quand on a fait les premières réunions, la première année, les premiers combats, Toussaint Louverture n'était pas là. Toussaint Louverture était un maître d'esclaves. Et pendant tout ce combat, tout le combat de Toussaint Louverture, ce qu'il visait, c'est de faire de Haïti un département de la France, comme la Guadeloupe, la Martinique et autres. Alors que les autres, les Congos et des Salines, ils ne voulaient pas de ça, ils voulaient en finir une fois pour toutes. Maintenant, on vous dira plein de choses.
Où vivaient les enfants de Toussaint Louverture? Les enfants de Toussaint Louverture vivaient en France. Ils vivaient en France. Ils vivaient au bon soin des colons. Mais pas ceux de Dessalines. Si bien que maintenant, on est en train de le comprendre. Hein. On nous dit que Jacques Foccart, c'est lui qui a créé cette logique-là des relations privilégiées et particularisées avec les chefs d'État, les chefs de groupe. C'est la logique de la politique française. Les relations privilégiées et personnalisées. Non, ce n'est que du café réchauffé. Depuis 1750, avec Dessalines, ce sont les mêmes normes, ce sont les mêmes lois, ce sont les relations privilégiées et personnalisées. Avec, pas Dessalines, comme on l'appelle, Toussaint Louverture. Les enfants de Toussaint Louverture ne vivaient pas en Haïti. Ils étudiaient ailleurs. Ils étudiaient en Europe. On aménageait Toussaint Louverture pour qu'il fasse de Haïti, pas un pays indépendant, mais un pays, un département de la France. Donc, les grands mouvements, partout où il y avait des mouvements de protestation, le plus grand nombre étaient les Congos. Parce que si dans le pays, 80% de la population était des Congos, vous ne pouvez pas mener une guerre de libération sans eux. Il faut qu'ils vous prêtent la main, leur main, afin d'aller de l'avant. Si bien que les Congos, en allant en Haïti, ils ont développé leur spiritualité de combat, le pétrolemba. C'est une spiritualité de combat, c'est comme le matsouanisme. Le matsouanisme est une spiritualité de combat. Le pétrolemba aussi est une spiritualité de combat. Si bien que dans les années 1750, 58, quand Rochambeau, quand Napoléon Bonaparte veut abolir les indépendances qui ont été accordées, quand il veut abolir cela, il envoie des gens. Il envoie des serpents. On a éparpillé des serpents partout pour tuer les fugitifs. Et Rochambeau, le beau-frère de Bonaparte, il fait venir de Cuba 750 chats. Il réunit les Blancs, il leur dit, mais les Noirs aussi, il leur dit, ben moi, je vous donne 750 chats, 150 chiens par ici, tant par là-bas, tant d'autres de l'autre côté. Il dit, je vous donne ces chiens-là, vous n'allez pas les nourrir. Oh, oui, mais parce que ça mange du noir. Vous allez leur donner à manger les recalcitrants, les bandits, les voyous, les fugitifs, vous allez leur donner à manger, parce que ces chiens-là ont été habitués à manger les hommes noirs. Je vais vous faire une démonstration. Donc, on a mis au centre
noir, on a libéré les chiens. En moins de 5 minutes, il n'y avait plus rien. Il avait désossé, ils avaient tout mangé. Il y a eu tellement de choses dont on ne peut peut-être pas, raconter parce que c'est tellement méchant, c'est tellement mauvais. Alors, ils vont donc se retrouver à Bois-Caïman. Ils vont se retrouver à Bois-Caïman. Je ne sais pas si j'ai une image de Bois-Caïman ici. Je sais pas. Ils vont se retrouver à Bois-Caïman. Et là-bas, ils vont décider que dans une semaine, on va attaquer. Chacun s'est préparé. Ils ont commencé à compter les jours. Et ce jour-là, quand il a sonné, c'était le carnage. C'était le carnage. Comme venait de dire Atimax Beauvoir. Brûler Caille. Caille, c'est la maison. Donc, il faut couper les têtes et brûler les maisons. C'était ça les techniques Congo. Et les Européens se sont dit, mais qui sont ces peuples-là qui, une fois, ils mettent la main sur une garnison, pourtant c'est des esclaves, mais ils manipulent les armes comme des bouts de pain. Qui sont ces hommes-là? On a dit, ah, là-bas, il y a les Congos. Il y a des Congos là-bas. Et le combat, c'est cet homme-là qui l'a mené. Capois la mort. Capois la mort. C'est le général de Dessalines, Capois la mort. Alors lui, il leur disait que tout va bien se terminer. La France, disons, Haïti va devenir un département de la France comme la Guadeloupe et le reste. Malheureusement, en le disant, Dessalines et les autres se sont dit, mais ils se moquent des gens ou quoi? Bon, il va voir. Ils ont brûlé Port-au-Prince. Ils ont brûlé la ville. Il y avait près de 80 bateaux qui étaient disposés, prêts à découdre avec Haïti. Ils ont brûlé les plantations. Ils ont brûlé les maisons à Port-au-Prince et tout ça. Alors ils se sont dit, mais tout ça, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu nous racontes des choses alors que sur le terrain, on voit que les maisons sont détruites et tout ça. Donc il a été arrêté et emporté à Fort-de-France, en France. C'est seulement pour vous dire que cet homme-là, le 18 novembre, il a dit, moi je vais en finir. 1803, 18 novembre 1803, il a dit, je vais en finir avec les Européens.
Capo à la mort. Le général de Dessalines, Capo à la mort. Il était Congo. Et comme je venais de dire, dans cette guerre, les communautés les plus importantes, Haïti, 80%, plus ou moins, 80% de la population était originaire des terres Congo. Donc, Capo à la mort, il a pris ces gens, il dit, moi, je vais en finir avec, je vais finir avec ces hommes-là, les colons. Il y avait près de 80 bateaux. C'était quand même l'armée la plus puissante du monde, l'armée de Napoléon Bonaparte. À 5 heures du matin, à Vertières, hein, à 5 heures du matin, il a déroulé la machine. Ça n'a pas marché. À 10 heures, ils sont repartis. Ça n'a pas marché. Beaucoup de blessés. À 14 heures, ils sont repartis. C'est la même chose. Alors là, vraiment, à 17 heures, ils ont dit, personne ne fera bac. On va foncer. Ils ont foncé. Un boulet de canon a effleuré son chapeau. Il dit, en avant! Un autre boulet de canon a pris son cheval. Il dit, le cheval donc est tombé, il dit, on continue. C'est lui, Capo à la mort, qui a mis le beau-frère de Napoléon Bonaparte la tête dans la poussière, Rochambeau. Et Rochambeau s'est dit, je te redonne le cheval. Le cheval, quand tu as bousillé, on te le redonne. Nous, ils ont sorti donc comme un drapeau blanc pour dire terminé, vous êtes plus forts. Alors ils se sont dit, ah! Comment baisser les chines devant des esclaves? Comment? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas su que ces hommes-là venaient de Congo-Liantotela. Ces hommes-là faisaient partie de l'armée la plus puissante d'Afrique. Et oui, ce sont des faits historiques. Donc, deux fois, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que les colons, les Français, ils ont une haine viscérale contre les Congos. Tout le monde peut faire ce que bon lui semble. Mais à un Congo, on peut tout donner, mais jamais la terre. Pas la terre. Si tu lui donnes la terre, tu es foutu. Donc c'est ce qui s'est passé en Haïti. Deux fois, il y a des gens qui nous font du mal, mais on ne connaît pas exactement cette haine d'où ça vient. Les enfants depuis les écoles ont été dressés contre les Congos. Ça, c'est les grottes où se cachaient les combattants, les esclaves. Donc, dans les écoles, on apprend aux enfants on a dit des choses impossibles sur le monde Congo. Si bien que même les Congos, les gens ne veulent plus se reconnaître Congo alors qu'ils sont Congo. Là, je suis avec Zaza. Zaza, c'est le gardien de temple là-bas à Bois-Caïman. Ici, nous sommes à la citadelle à Ferrières, le plus grand fort. À partir de là, on peut détruire tous les bateaux qui peuvent s'approcher vers Haïti. Et là, je suis avec le directeur du Bois-Caïman qui est dans le fond, avec un chapeau dans le fond. Et on est en train d'aller à la citadelle à Ferrières, ce qui est pour moi un fer de lance de l'Afrique. Voici les bombes, voici les boulets de canon qui sont restés. Il y en a encore plein, des milliers, des tonnes
des boulets de canon. Là, nous sommes à la tête, disons, au toit de la citadelle La Ferrière en Haïti. C'est dans le nord de Haïti. Les touristes viennent. Tout le temps, il y a plein de touristes qui viennent. Nous voilà avec le directeur du Bois Caïman à la tête sur le toit de la citadelle La Ferrière. Tous les Africains doivent y aller. Tous les Africains doivent y aller. C'est ça qui va nous aider à reprendre notre manière d'être, notre manière de penser. Chaque Africain doit y aller pour essayer pour apprendre son histoire. Voilà. Comme ça se passe partout. Ils se sont réunis et ils ont dit, qui est ce peuple-là qui veut nous bloquer, qui veut nous empêcher de continuer avec l'esclavage? On a dit, ce sont des Congos. Alors, le Congo a été déclaré persona non grata dans le système occidental. Partout où il y a un Congo, des Congos, il faut les bloquer. Tous les 20 ans, pour ne pas dire tous les 40 ans, sont organisées des guerres pour détruire les marchés, des guerres pour empêcher cette femme-là. On lui demande de marcher sur 80 km de Kinkala jusqu'à Brazzaville. Voilà les gens. Est-ce que cette personne-là peut aller faire la guerre? On nous empêche de vivre paisiblement dans nos villages. Les guerres sont entretenues. Les guerres sont entretenues. On vous met dans des conditions où vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas réfléchir. Et voilà comment ils sont armés contre les gens désarmés. Je dis bien désarmés. Les hélicos de combat volent à tout moment pour aller bombarder des gens sans armes, s'il vous plaît. Voilà des vieux comme ça. On dit que c'est eux qui sont qui managent la guérilla, alors que les guerrieros, ce sont leurs amis. Voilà un peu comment on nous met en contre-faux pour essayer de bloquer l'évolution, essayer de bloquer le développement. Ça se passe devant vous. Ça se passe sous vos yeux. Il faut détruire partout où le Congo semble être en paix. Il faut détruire. Des fois, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est mis à mal.
mais parce que quelque part en Haïti, nous avons empêché, nous allons pousser, aider les gens à se libérer. Haïti n'a pas seulement libéré que son peuple. Haïti a libéré la Grande Colombie. La Grande Colombie, c'est le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et tous les pays environnants. Tout ça, ça a été libéré par Haïti. Ils avaient donné beaucoup d'armes et beaucoup de munitions aux représentants du Venezuela. Et il a posé la question de savoir, mais tout cet argent-là, mais comment je vais faire pour rembourser? Pétion lui a dit, non, tu n'as pas demandé de rembourser. Quand tu vas aller, tous les peuples que tu verras, tous les peuples en esclavage que tu verras, tous les hommes en esclavage que tu verras, il faut les libérer. C'est tout ce qu'on lui avait dit. Et Bolivar, excusez-moi, je retrouve le nom, et Bolivar a pris tout ça avec des militaires haïtiens. Ils sont partis pour libérer le monde. Ils ont libéré aussi les États-Unis à Savannah, George Savannah. Ils ont empêché le Sud, hein, les esclavagistes du Sud, d'aller attaquer ceux du Nord, ou de se joindre avec ceux qui venaient de l'autre côté de l'Angleterre et ailleurs. Ils ont libéré, ils ont aidé comment on appelle ça? La Grèce, ils ont aidé la Grèce à se libérer. Ils ont donné des tonnes et des tonnes de café à la Grèce pour se faire de l'argent et mener leur lutte de libération. Quand Lumumba, dans les années 60, exige son indépendance, naturellement avec les dévanciers, la BACO, la Société des Congo. Quand ils demandent donc, à se libérer, et les Belges vont en masse alors qu'ils n'avaient pas créé, ils n'avaient pas formé des gens qui devaient remplacer les intellectuels. Quand ils vont en masse et qu'il faut remplacer ces intellectuels-là, c'est Haïti. Ce sont les Haïtiens qu'on envoie comme enseignants, médecins, administrateurs, ainsi de suite. C'est des Haïtiens qu'on envoie. C'était d'ailleurs une manière pour Papadoc de se libérer des intellectuels qui étaient exigeants. Il voulait se libérer d'eux. Et ces intellectuels, moi, au lycée Chaminade, ces drapeaux rouges, j'ai été enseigné par, je ne sais pas, M. Pierre Philippe, je ne sais pas comment on l'appelle. Il était haïtien. Il y en a beaucoup qui sont venus dans nos pays pour enseigner, pour travailler. Le professeur Le Rebourg, Philippe Le Rebourg, directeur du musée de l'art haïtien, mais il a
il a vécu au Congo. Pendant 5 ans, il a vécu au Congo. Et d'ailleurs, il m'a dit, le deuxième jour que je suis arrivé en Haïti, on m'a amené chez lui. C'est Théodore d'abord, Madame Théodore qui m'a amené chez lui. Et il dit à haute intelligible voix, Haïti est peuplé à 75% d'une population originaire des terres Congo. Pourquoi seulement le vaudou haïtien? Et d'ailleurs, ce sont des questions comme ça, parce que le travail que j'ai fait, c'est un travail empirique. Donc, je vais sur des exclamations comme celle-là, et petit à petit, je vais. Quand je vais, si je n'ai pas trouvé la réponse, ben, je ne m'arrête pas là. Quand je n'ai pas trouvé la réponse, je ne m'arrête pas là. Je vais plus loin. Je vais, par exemple, je suis allé maintes fois au Bénin, à Ouida. Ici, nous sommes au temple des Pitons, pour essayer de trouver une réponse à des questions qui me sont posées par des Haïtiens. Quand je ne peux pas répondre, je vais à Ouida, je vais au Ghana, je vais au Burkina Faso, je vais partout là, à la recherche de la vérité. Ah, j'ai oublié de parler de Cuba. Je vais à Cuba, ça c'est Tata de Moussoundi. Lui parle Sundi. Ça c'est Danny Glover. Danny Glover. C'était au festival, non, à la rencontre internationale des cinéastes d'Afrique et des Caraïbes en 2011. Et on a profité d'organiser le festival à Nakima Congo, à Cuba, avec Tata Moussoundi. Donc c'est pour dire que le travail qui a été fait, Haïti a cherché à libérer tous les pays. Et naturellement, pour les Occidentaux, il ne fallait pas que ce genre de choses puisse continuer. Il ne fallait pas. Quand on sait que le peuple qui porte cela en avant, c'est le peuple Congo, il faut donc les bloquer partout où ils sont. Il faut empêcher le développement. Vous connaissez Inga, le barrage de Inga, le plus grand barrage de l'Afrique centrale, le barrage du Congo de Inga, qui donne de l'électricité dans beaucoup de pays d'Afrique. Ce barrage-là est situé à 600 km de Kinshasa. Il est situé dans la zone, dans les terres des Congo. Mais depuis Inga, le premier point de vulgarisation qui est électrifié, c'est Kinshasa. Et puis le nord et l'est, l'ouest de la République démocratique du Congo. Donc tous les autres pays, Matadi, Kasangulu, Kimpese, il n'y a pas d'électricité. Donc l'électricité qui est produite au Congo, les Congolais n'en bénéficient pas. Il faut aller en Égypte, ailleurs, et tout ça, c'est là-bas où, dans la partie ouest et est de Congo démocratique, c'est là-bas où, mais chez les Congos, il n'y a pas d'électricité. Et je me suis rendu compte que les Congos de Haïti et les Congos du Congo, séparés par un océan, près de 10 000 kilomètres et même plus, les Congos de Haïti et les Congos du Congo
sont logés dans la même enseigne. Ils sont logés dans la même enseigne. Donc la liberté dont nous avons besoin, cette liberté, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ils se sont arrangés pour promouvoir le vaudou et bloquer le pétrolemba, parce que le pétrolemba, c'est une spiritualité de combat. Alors que 80% d'Haïtiens viennent du pétrolemba. Mais là, ils sont bloqués. On fait la promotion du vaudou haïtien. Et vous allez vous rendre compte que le vaudou haïtien vous met en relation directement avec le Bénin. Et qui gère le Bénin? C'est la France. Et qui gère la France? C'est le pape, pour ne pas dire la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Donc tout cela, c'est lié. Tout cela, c'est le système est bouché des origines. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors que quand vous allez au Brésil, il y a le candomblé, il y a plein d'activités. En Haïti, tout est bloqué. Non seulement qu'au plan spirituel, ils nous ont bloqués, mais même dans le cadre des marchés, ils nous bloquent. En Guyane, tu entends des Congos te dire, ah, ici, plus tu fais des efforts pour te libérer, et moins on te donne. Plus on te bloque, moins on te donne. Donc, quand tu cherches à faire des business, à faire des choses pour évoluer, on te bloque. Mais moins tu ne fais rien, plus on te donne. Plus on te donne. Ça, c'est une Guyane. En Équateur, c'est pas différent aussi. Et on nous a mis des systèmes, des gens qui obéissent à leur logique. Des gens qui obéissent à leur logique. Notre combat avec l'Occident ne se termine pas avec l'Occident. Parce que quand l'Occident est venu, l'Occident n'est pas venu tout seul. L'Occident est venu avec les Ouest africains. Malamine, pas seulement Malamine, mais tout un tissu. Des gens qui contrôlent notre économie. Quand tu vas demander un visa, si tu es congolais, tu as des difficultés quand on te donne un visa. Mais un Sénégalais, un machin, il a des facilités d'avoir le visa au Congo pour aller en France. Quand tu veux avoir un financement, un crédit, quand tu es congolais, c'est difficile. Et quand on le donne, tu vas suer pour le rendre. Mais les Ouest africains, easy, facile. Et ceux qui veulent se chaper par l'éducation qu'on nous a donnée, c'est une éducation que nous devions répudier. Nous devions arrêter ce genre d'éducation. Parce que c'est une éducation qui nous amène à l'esclavage. C'est une éducation qui nous bloque spirituellement.
mentalement, pour qu'on soit décolonisé, qu'on ne soit pas libéré intellectuellement. Donc, dans cette lutte de libération, nous sommes en train de nous battre, pas seulement avec les colons, mais aussi avec les fils qu'ils ont laissés. Très souvent, quand vous êtes arrêté en France, vous vous rendez compte qu'il est mieux d'être jugé ou bien géré par un Français que par un Antillais. Parce que dans la tête de ces Antillais-là, on a dit que c'est eux qui vous ont vendu. C'est eux qui les ont vendus. Donc, quand ils veulent se venger, et pas se venger contre les colons qui sont en train de dire des bêtises, des mensonges. Ils veulent se venger contre la peau noire, parce qu'ils ont une peau beaucoup plus claire. Donc, la liberté est dans beaucoup de sens. Les intellectuels doivent faire beaucoup attention, parce que les écoles qu'ils ont fréquentées ne leur disent pas la vérité. Nous, au Malakima Congo, nous disons souvent, il faut que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin. Il faut que chacun prenne son bâton de pèlerin et qu'il aille à la recherche de la vérité. Qu'il aille à la recherche de la vérité, parce que ce qu'on nous a dit dans les écoles, c'est faux. Il y a plein de faussetés. Donc voilà un peu d'une manière générale ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, à ce sujet, la place des Congos dans la lutte de libération de Haïti et les retombées, les conséquences au Congo. Les conséquences au Congo, c'est une guerre permanente. Le Congo c'est une guerre permanente. Les gens qu'on a mis à la tête du Congo pendant une cinquantaine d'années, 40 ans, c'est des gens qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas les origines congolaises. C'est des gens qui sont là pour brimer, pour marcher sur tout ce qui est Congo. Est-ce que ce vieux-là peut aller faire la guerre? Je ne sais plus s'il est en vie encore. Parce que voilà un peu comment il a été réduit. Est-ce que cette maman-là peut aller faire la guerre? Voilà comment elle est réduite. Des gens armés contre des gens sans armes. Dans nos villages, on ne peut plus vivre paisiblement. Il faut aller d'un coin, d'un refuge à un autre. Il faut se déplacer parce qu'ils viennent bombarder avec des hélicos. Ils viennent bombarder, s'il vous plaît. Ils viennent bombarder. Ils brûlent nos moyens de transport et tout ce qu'il contient.
le train, même le train, là, c'est le chemin de fer qui est brisé comme ça. Et tout ça, c'est fait par des gens que les Blancs ont mis pour relayer leur logique de colonisation. Ça, ce sont des photos récentes. Ce sont des photos de 2000, 2010, 2012, 2015. Ça sont des photos récentes. Et tout ça, pourquoi? Parce que cet homme-là, avec les siens, Kapwa la mort, le Congo, Kapwa la mort, le général Congo Kapwa la mort, avec les autres amis, les Congos, ont cherché à libérer Haïti. Ils ont cherché à libérer Haïti. Et depuis, ils ont été déclarés par persona non grata dans toutes les logiques de développement. On va bientôt terminer, mais je vais vous faire écouter une fois de plus ce que Ati-Max Beauvois avait dit. Je veux vous faire écouter une fois de plus ce que Ati-Max Beauvois avait dit. Attendez un instant, s'il vous plaît. Attendez. Et c'est eux qui ont constitué la philosophie fondamentale du peuple haïtien, sans compter que tous les modèles que nous allons avoir sont des modèles qui venaient aussi du Congo. Nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo et qui vient de l'ancien royaume du Congo, le royaume de Dampefo, qui était roi, le roi du Congo, roi du Congo, le roi des Congo aussi. Et tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de coupe-tête de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper têtes et c'est ça la technique pour faire la guerre de l'indépendance. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de trop près, des livres qui sont écrits par d'autres, d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous trouvez qu'il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Dans ce pays, le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint d'ouverture. Et Toussaint d'ouverture qui était béninois, qui était de Alada Parome. Donc, il a mis les structures de base. Mais le gros volume, du Congo, on a tendance à les ignorer. Et jusqu'aujourd'hui encore, en dépit des efforts que j'ai faits avec les autres qui ont connu le Congo. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir, qui nous vient droit de Ati-Max Beauvois. Ati-Max Beauvois, c'est lui qui a constitué le vaudou haïtien tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
Donc, voilà de manière générale ce que j'avais à échanger avec vous à propos de la présence, la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Le Congo, donc, disais-je, le Congo est très, très, très lié à Haïti, au plan humain, au plan culturel, au plan spirituel. Ce sont des pays très liés et ce sont des pays qui souffrent au même degré parce qu'ils ont le même maître qui les oppresse. Ils ont le même maître qui les oppresse. La connaissance de Haïti sans la connaissance du Congo, c'est comme deux faces de la main. Quand vous connaissez ceci, si vous ne connaissez pas l'histoire du Congo, vous ne comprendrez rien. Si vous connaissez l'histoire du Congo, vous ne connaissez pas l'histoire de Haïti, vous ne comprendrez rien. Il faut joindre les deux afin de connaître pourquoi est-ce que les choses sont faites de cette manière. Pourquoi est-ce que les choses ont été cousues de telle ou de telle autre manière. Yangi, 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 Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, yangi yena nema Congo, Nancy la Sembo, Tia, Loa, Masa, and Toto, Monoi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Babu, and Silantangu, Kulu, and Saku, Zulu, and Panzu, Benampangu, Bakumatatu, Yange, 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 Donc, s'il vous plaît, voilà le livre qui peut vous aider.
Donc voilà, nous avons donc terminé. C'était pour aider le monde de manière générale, les intellectuels surtout, afin qu'ils puissent réfléchir sur l'enseignement qu'ils ont reçu et essayer de l'améliorer pour qu'ils puissent, pour qu'il n'y ait pas de faute dans ce qu'ils font, pour qu'ils soient à la hauteur de ce que l'Afrique attend d'eux. Voilà. C'était donc le prince Nsundi Masengo Mabokolo, dans le cadre des activités de Malaki Afro-Kivu. Nous avons donc voulu échanger, nous avons donc voulu vous parler d'une réalité que nous avons rencontrée en Haïti. Cette réalité, c'est la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences au Congo. Je dis au Congo parce que la réalité est la même au Gabon, au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa, au Congo et ailleurs. La réalité est la même. Le peuple Congo est en train de souffrir au même degré que le peuple haïtien. J'ai dit, j'ai terminé, en tout cas, c'était un honneur et un plaisir d'avoir été avec vous pour avoir partagé cette réalité. La place des Congos dans la révolution haïtienne, dans la lutte de libération de Haïti et ses conséquences au Congo. Merci d'avoir partagé ces grands moments, ces beaux moments. Hein. Merci d'avoir partagé ces beaux moments avec nous. Merci. Je vous rappelle que nous avons perdu notre cher frère. Nous avons perdu notre cher frère, nous sommes en deuil. Nous avons perdu notre cher frère Zungavoila, la rumeur, Zungabogolo, Jean-Claude. Lui, on lui dit bon vent un peu bas. Sa mission, il a bien accompli sa mission, qui est celle de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Il disait, si chacun pouvait balayer devant chez soi, la rue serait sauvée. Lobo et les mots. Voilà, c'est le moustique qui l'a dit. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Et à plus. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, je disais que nous avons donc terminé. Nous avons terminé. Et pour ceux qui veulent débattre des questions de Haïti, débattre des relations transatlantiques des temps passés, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous trouver partout. Nous sommes disponibles afin d'échanger, afin de faire jaillir la lumière. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt.
remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser, adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
l'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo, et ça sera l'histoire de la dignité.
L'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo et ça sera l'histoire de la dignité. L'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo et ça sera l'histoire de la dignité. L'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo et ça sera l'histoire de la dignité. L'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo et ça sera l'histoire de la dignité. Mulare
L'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo et ça sera l'histoire de la dignité. L'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara par les filles et fils du Congo et ça sera l'histoire de la dignité.
l'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara, par les filles et fils du Congo, et ça sera l'histoire de la dignité.